Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où accepter un combat semble être la seule option, même si vous savez que c'est exactement ce que votre ennemi veut, ce moment où vous réalisez que dire oui ou dire non mène au même résultat, votre destruction. La plupart des hommes choisissent le combat ouvert à cet instant, pensant au moins mourir avec honneur. Mais et si je vous disais qu'il existe un moment dans l'histoire où 7000 Bosniaques ont transformé un piège mortel en massacre total, où ils ont pris 18 000 Ottomans venus les écraser et les ont littéralement anéantis sans même livrer la bataille que l'ennemi attendait. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une ruse brillante a défié toutes les lois de la guerre et comment les principes qui ont permis cette victoire peuvent changer votre façon d'affronter vos propres batailles quand vous êtes en infériorité numérique. Préparez-vous car cette histoire va vous prouver que l'intelligence stratégique vaut plus que 1000 soldats. Le 1er octobre 1443, dans les montagnes escarpées de Bosnie près de la ville de Visegrad. Le voïvode Stjepan Vukčić-Kosača observait depuis les hauteurs rocheuses l'armée ottomane qui approchait comme une marée humaine remontant la vallée étroite. 18 000 janissaires et sipaïs avançaient en colonnes serrées, leurs bannières vertes et rouges ondulant dans le vent d'automne qui portait déjà l'odeur de l'hiver à venir. Leurs armures scintillaient sous le soleil de midi qui perçait à travers les nuages bas. Le son de leurs tambours résonnait contre les parois rocheuses, créant un écho sinistre qui semblait annoncer la fin inévitable de la résistance bosniaque. Les soldats bosniaques, à peine 7000 hommes, la plupart des paysans armés de lances et d'arcs, regardaient la masse ottomane avec des yeux où se mélangeaient la terreur et une détermination farouche. Ils savaient que cette armée venait spécifiquement pour les détruire, pour punir la Bosnie d'avoir osé résister à l'expansion ottomane qui engloutissait les Balkans royaume après royaume. La mathématique était brutale et sans appel. 2 soldats ottomans professionnels et parfaitement entraînés pour chaque défenseur bosniaque. Une armée qui avait conquis Constantinople elle-même contre des montagnards, dont la plupart n'avaient jamais combattu dans une vraie bataille. Pas de fortification majeure, pas d'alliés venant à la rescousse, pas de temps pour préparer une défense conventionnelle. Et surtout, les Ottomans avançaient avec une confiance absolue, certains que cette campagne ne serait qu'une simple opération de nettoyage avant l'hiver. Si vous commencez à ressentir l'intensité de cette situation où tout semble perdu d'avance, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider d'autres personnes à découvrir ces leçons de stratégie qui peuvent transformer leur façon de voir leurs propres défis. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires, qui prouvent que l'intelligence peut toujours vaincre la force brute. La campagne ottomane de 1443 était le résultat d'années de résistance bosniaque qui avaient frustré les plans d'expansion du sultan Murad II. Après avoir soumis la Serbie et la Bulgarie, l'Empire ottoman avait tourné son attention vers la Bosnie, ce territoire montagneux qui contrôlait les routes commerciales cruciales entre l'Adriatique et l'intérieur des Balkans. Le sultan avait envoyé plusieurs ultimatums exigeant la soumission totale et le paiement de tributs écrasants. Stjepan Vukčić, l'un des nobles les plus puissants de Bosnie, avait refusé catégoriquement, sachant que la soumission signifierait l'esclavage de son peuple et la fin de la culture bosniaque. Sa réponse avait été claire, les montagnes de Bosnie seraient le tombeau de tout envahisseur. Cette défiance avait enragé le sultan qui avait ordonné une expédition punitive massive sous le commandement d'Ishak Bey, un général ottoman réputé pour sa brutalité et son efficacité. Ishak avait reçu des instructions simples, détruire complètement la résistance bosniaque, capturer ou tuer Stjepan Vukčić et transformer la région en exemple terrifiant pour quiconque oserait défier la puissance ottomane. L'enjeu dépassait largement une simple bataille territoriale. Pour les Ottomans, conquérir la Bosnie ouvrirait la route vers la Hongrie et l'Europe centrale, transformant l'Empire en superpuissance incontestable. Pour les Bosniaques, perdre cette bataille signifierait non seulement la mort ou l'esclavage, mais l'effacement complet de leur identité, la conversion forcée, la déportation des enfants pour en faire des janissaires qui combattraient un jour contre leur propre famille. Stjepan savait que combattre en bataille rangée serait du suicide. Les Ottomans maîtrisaient parfaitement la guerre conventionnelle. Leurs janissaires étaient les soldats d'élite les plus redoutés d'Europe. Leur cavalerie sipahi pouvait briser n'importe quelle formation. Mais les montagnes bosniaques offraient un avantage que les plaines conquises par les Ottomans ne possédèrent pas. Un terrain impossible où les nombres ne signifiaient rien si l'ennemi ne pouvait pas déployer sa force. Les jours précédant l'arrivée ottomane furent consacrés à une préparation qui semblait insensée à beaucoup de ses propres hommes. Au lieu de fortifier les positions défensives évidentes ou de rassembler l'armée dans un lieu fortifié, Stjepan ordonna quelque chose qui parut être de la folie pure. Il voulait attirer les Ottomans dans une vallée spécifique, la vallée de Boljouni, connue localement comme le couloir du diable à cause de ses parois rocheuses verticales et de son unique chemin étroit serpentant au fond.
Les éclaireurs bosniaques rapportèrent que l'armée ottomane progressait rapidement, brûlant les villages sur son passage, exécutant tous les hommes en âge de combattre pour terroriser la population. Ishak Bey ne cachait pas ses intentions. Il voulait que Stjepan sache qu'il approchait, que la destruction était inévitable, que chaque heure qui passait ne faisait que rapprocher le moment où la Bosnie cesserait d'exister. Cette guerre psychologique était une tactique ottomane classique. Briser le moral de l'ennemi avant même que le combat ne commence. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur le piège que Stjepan préparait. Il n'avait pas simplement choisi un terrain difficile. Il avait passé des semaines à transformer la vallée de Boljuni en machine de mort totale. Ses hommes avaient creusé des fosses camouflées le long du chemin, pas profondes, mais suffisantes pour briser les pattes des chevaux. Ils avaient empilé des rochers massifs en équilibre précaire sur les hauteurs, maintenus par des cordes et des poutres en bois qui pouvaient être coupées au moment opportun. Ils avaient stocké des barils d'huile et de poids à des points stratégiques, prêts à être enflammés et roulés sur l'ennemi coincé en bas. Plus important encore, Stjepan avait étudié la psychologie d'Ishak Bey à travers les rapports de ses espions. Le général ottoman était arrogant, impatient, convaincu de sa supériorité. Il ne croirait jamais qu'une armée de paysans bosniaques oserait lui tendre un piège. Pour Ishak, la vallée étroite serait simplement un passage inconfortable avant la victoire finale. Stjepan comptait sur cette arrogance comme sur une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça? Face à quelqu'un de tellement plus puissant que vous ne pouvez même pas imaginer gagner en force brute, avec tout le monde qui vous regarde en attendant votre échec. Cette sensation que vous devez trouver un autre moyen parce que le chemin direct mène à votre destruction certaine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent ça en ce moment même. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne le voulez pas. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, juste comme ça, très simplement. Je suis en infériorité, mais je vais trouver mon angle. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis en infériorité, mais je vais trouver mon angle. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense qu'il n'a aucune chance et qui verra votre commentaire, et saura qu'il existe toujours un angle d'attaque même contre les ennemis les plus puissants. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui et en même temps, vous vous engagez envers vous-même à chercher la solution créative plutôt que d'accepter la défaite. Alors allez, mettez la vidéo en pause maintenant. Descendez et écrivez. Je suis en infériorité, mais je vais trouver mon angle. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille mentale. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement la stratégie dont vous avez besoin pour votre propre combat. Alors, Stjepan fit quelque chose qu'aucun commandant dans sa position n'aurait osé tenter. Au lieu de cacher son armée ou de fuir vers des positions plus sûres, il envoya des messagers directement à Ishak Bey. Le message était simple et provocateur. Stjepan Vukčić attendait l'armée ottomane dans la vallée de Boljuni pour une bataille décisive. Il offrait même de rendre les armes et de se soumettre si les Ottomans pouvaient le vaincre dans ce lieu qu'il avait choisi. C'était une invitation tellement audacieuse, tellement apparemment suicidaire, qu'Ishak Bey éclata de rire en la recevant. Ce paysan bosniaque osait dicter où et quand la bataille aurait lieu. Il osait inviter l'armée ottomane dans un piège aussi évident qu'une vallée étroite. L'arrogance d'Ishak se transforma en rage méprisante. Il accepta immédiatement, convaincu que Stjepan était soit fou, soit désespéré au point de préférer une mort rapide à une poursuite humiliante. Voici où la légende rencontre la réalité tactique. Ce que Stjepan avait compris et qu'Ishak n'avait pas saisi, c'est que l'arrogance rend aveugle. Un général confiant dans sa supériorité écrasante ne s'attend pas à un piège sophistiqué. Il s'attend à ce que l'ennemi inférieur tente une dernière résistance héroïque mais futile. En invitant ouvertement les Ottomans dans la vallée, Stjepan avait transformé ce qui aurait été un piège suspect en un défi d'honneur que l'orgueilleux Ishak ne pouvait refuser sans perdre la face devant ses propres hommes. Le 1er octobre au matin, l'armée ottomane entra dans la vallée de Boljuni en colonne serrée. Les janissaires marchaient en tête, leurs mousquets sur l'épaule, confiants que leur supériorité numérique et leur expérience écraseraient rapidement la résistance bosniaque. Les Sipahis suivaient, leurs chevaux nerveux sur le chemin étroit et rocailleux. L'artillerie légère fermait la marche, les canons tirés par des bœufs qui peinaient sur le terrain accidenté. Ishak Bey chevauchait au centre de la colonne, déjà en train de planifier comment il exhiberait la tête de Stjepan à Constantinople. Les Bosniaques restèrent invisibles sur les hauteurs, cachés derrière les rochers et la végétation qui parsemait les pentes abruptes. Stjepan avait donné des ordres stricts. Personne ne devait bouger. Personne ne devait tirer avant son signal.
Il fallait laisser l'armée ottomane s'enfoncer complètement dans la vallée, jusqu'à ce que l'avant-garde touche presque la sortie et que l'arrière-garde soit encore à l'entrée. C'était une question de timing parfait. Trop tôt et les Ottomans pourraient bien se retirer. Trop tard et ils auraient le temps de se déployer pour le combat. La tension parmi les défenseurs bosniaques était presque insupportable alors qu'ils regardèrent la marée de soldats ennemis remplir progressivement le piège mortel. Quand Ishak atteignit le point le plus étroit de la vallée, là où les parois rocheuses se rapprochaient tellement qu'à peine 10 hommes pouvaient marcher de front, Stjepan donna le signal. Ce n'était pas un cri de guerre ni un coup de trompette. C'était un simple mouvement de sa main, un geste calme et calculé qui déclencha l'enfer sur terre. « Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti piégé par des forces plus grandes que vous, dos au mur, cherchant l'angle d'attaque que personne d'autre ne voit. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles, que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts ou avaient plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont pensé différemment, parce qu'ils ont vu des opportunités là où tout le monde voyait des obstacles. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent que l'intelligence stratégique peut vaincre n'importe quelle supériorité numérique, qui vous inspirent à trouver votre propre angle d'attaque quand tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé des désavantages massifs en victoires impossibles par la pensée créative. Et écoutez, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est un entraînement mental pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez rejoindre cette communauté de personnes qui croient que l'intelligence vaut 1000 soldats. Les premiers rochers tombèrent des hauteurs avec un grondement qui fit trembler la vallée entière. Des blocs de pierre de plusieurs tonnes dévalèrent les pentes, rebondissant contre les parois, prenant de la vitesse et de la puissance destructrice à chaque mètre parcouru. Ils frappèrent la colonne ottomane comme des météorites, écrasant instantanément des dizaines d'hommes, créant une panique qui se propagea plus vite que les rochers eux-mêmes. Avant que les Ottomans ne puissent comprendre ce qui se passait, les archers bosniaques se levèrent sur les deux flancs et déclenchèrent une pluie de flèches qui transforma le ciel en rideau mortel. Les janissaires tentèrent de riposter avec leurs mousquets, mais le terrain rendait impossible de viser les tireurs cachés dans les hauteurs rocheuses. Leurs balles ricochaient inutilement contre la pierre tandis que les flèches continuaient à pleuvoir, trouvant leur cible dans la masse compacte de soldats coincés dans l'étranglement de la vallée. Puis vinrent les barils enflammés. Des tonneaux remplis d'huile et de poids, transformés en boules de feu, furent roulés depuis les hauteurs. Ils explosaient en touchant les rochers, répandant des flammes liquides qui s'accrochaient aux uniformes, aux chevaux, transformant des sections entières de l'armée ottomane en torches vivantes. Le son des hommes brûlants vifs se mêlait aux cris de terreur et aux fracas incessants des rochers qui continuaient à tomber. La vallée était devenue un four géant où l'armée ottomane cuisait vivante, piégée entre des parois qu'elle ne pouvait escalader, et un chemin si étroit que fuir était impossible. Ishak Bey réalisa trop tard qu'il n'était pas entré dans une bataille, mais dans un tombeau soigneusement préparé. Ses ordres se perdaient dans le chaos total. Les janissaires d'élite qui avaient conquis des empires se piétinaient les uns les autres dans leur panique pour échapper aux flammes et aux pierres. Les sipahis abandonnèrent leurs chevaux qui couraient follement dans la confusion, ajoutant au désordre. L'artillerie était complètement inutile. Les canons coincés sur le chemin étroit, impossibles à tourner ou à déployer. Pendant près de 2 heures, le massacre continua. Les Bosniaques ne descendirent jamais dans la vallée. Ils n'eurent jamais à livrer la bataille que les Ottomans attendaient. Ils se contentèrent de déverser la mort depuis les hauteurs, méthodiquement, efficacement, transformant la supériorité numérique ottomane en désavantage mortel. Plus il y avait de soldats ottomans dans la vallée, plus le massacre était complet. Les chiffres qui devaient garantir la victoire ottomane étaient devenus la cause de leur anéantissement. Quand le silence retomba enfin, quand les derniers rochers eurent ni cessé de tomber, et que les derniers feux se furent éteints, la vallée de Boljouni ressemblait à une vision de l'apocalypse. Des milliers de corps ottomans jonchèrent le sol sur plusieurs kilomètres, écrasés, brûlés, criblés de flèches. Des survivants blessés rampaient vers les sorties, laissant des traînées de sang sur les rochers. Ishak Bey lui-même avait été tué par un rocher, son corps retrouvé sous les décombres de son propre orgueil. Les statistiques finales stupéfièrent toute l'Europe. 7000 Bosniaques avaient détruit une armée de 18 000 Ottomans, tuant près de 12 000 soldats d'élite et en blessant la plupart des survivants, tout en ne perdant que quelques dizaines des leurs. Une victoire si complète, si impossible mathématiquement qu'elle força une réévaluation de ce que l'intelligence stratégique pouvait accomplir contre la force brute. Les conséquences transformèrent immédiatement la situation dans les Balkans. Le sultan Murad II, furieux et humilié, annula toute campagne majeure contre la Bosnie pendant des années.
La destruction de son armée d'élite avait créé un vide militaire que les Ottomans devaient combler avant de pouvoir reprendre leur expansion. Les royaumes chrétiens voisins, qui s'étaient résignés à la domination ottomane, retrouvèrent espoir en voyant que l'armée réputée invincible pouvait être anéantie par un ennemi intelligent, qui refusait de jouer selon les règles attendues. Stjepan Vukčić devint une légende vivante, l'homme qui avait prouvé que l'intelligence valait plus que 1000 soldats. Le legado militaire de Boldjouni transcende l'histoire balkanique. Cette bataille enseigne un principe que les académies militaires modernes étudient encore. Quand vous êtes en infériorité numérique écrasante, ne jouez jamais le jeu de l'ennemi. Transformez ses avantages en désavantages en choisissant le terrain, le timing et les conditions qui neutralisent sa force. Les Bosniaques prouvèrent que la guerre n'est pas simplement une question de combien vous êtes, mais de comment vous pensez. Ils démontrèrent qu'un piège bien construit vaut une armée entière, et que la patience de laisser l'ennemi entrer complètement dans votre zone mortelle est plus précieuse que 1000 charges héroïques. Laissez dans les commentaires quel moment de cette stratégie vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ces principes à vos propres défis contre des adversaires plus puissants. Construisons ensemble cette communauté de stratèges qui refusent d'accepter que les chiffres décident de tout. Le 1er octobre 1443 dans la vallée de Boldjouni, 7000 Bosniaques prouvèrent que l'intelligence stratégique transforme la supériorité numérique de l'ennemi en sa propre sentence de mort. Ils démontrèrent que les plus grandes victoires n'émergent pas d'armées plus grandes mais de cerveaux plus aiguisés appliqués avec une patience mortelle. 18 000 contre 7 000, un piège tellement évident que l'arrogance le rendait invisible, un massacre tellement complet qu'il changea l'équilibre du pouvoir dans les Balkans. Et dans cette destruction totale, ils prouvèrent pour toujours qu'aucune armée n'est invincible quand l'intelligence rencontre l'opportunité dans un terrain transformé en machine de mort, qui ne demande qu'à se refermer sur ceux qui osent entrer.